Le Parménide de Platon, suite. Parménide. Revenons encore une fois au commencement pour voir si les choses nous paraîtront encore telles qu'à présent ou différentes. Aristote. Nous ne pouvons nous en dispenser. Parménide. Si l'un n'est pas, disons-nous, il faut chercher ce qui doit s'ensuivre touchant l'un. Aristote. Oui. Quand nous disons ce n'est pas, voulons-nous indiquer autre chose que l'absence d'être en ce que nous disons ne pas être? Non, pas autre chose. Quand nous disons qu'une chose n'est pas, disons-nous qu'elle n'est pas d'une certaine manière, mais qu'elle est d'une autre manière, ou bien cette expression n'est pas signifie-t-elle rigoureusement que ce qui n'est pas n'existe absolument en aucune manière et qu'il n'a aucune part à l'existence? Elle est prise en effet au sens le plus rigoureux. Ce qui n'est pas ne saurait donc ni être ni participer de l'existence en aucune manière. Non, en effet. Et naître et périr, est-ce autre chose l'un que de recevoir l'être et l'autre que de le perdre? Rien d'autre. Mais ce qui ne participe de l'être en aucune manière ne peut ni le recevoir ni le perdre. Comment le pourrait-il en effet? Donc l'un, puisqu'il n'est en aucune manière, ne peut aucunement posséder, ni abandonner l'être, ni en participer. C'est vraisemblable. Donc l'un qui n'est pas ni ne périt ni ne naît, puisqu'il ne participe de l'être en aucune manière. Il est évident que non. Il ne s'altère donc pas non plus en aucune façon, car alors il naîtrait et périrait si cela lui arrivait. C'est vrai. Mais s'il ne s'altère pas, ne s'ensuit-il pas forcément qu'il ne se meut pas non plus? Nécessairement. Nous pouvons dire aussi que ce qui n'est nulle part est en repos, car ce qui est en repos doit toujours être en une même place. Oui, en une même place, évidemment. Répétons donc que ce qui n'est pas n'est jamais en repos ni en mouvement. Il n'y est jamais, assurément. Il n'a donc plus rien de ce qui est, car participant à quelque chose, il participerait par là même à l'être. C'est évident. Il n'a donc ni grandeur, ni petitesse, ni égalité. Non. Ni non plus ni ressemblance, ni différence, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres choses. Il est évident que non. Mais quoi? Les autres choses peuvent-elles lui être quelque chose s'il faut que rien ne lui soit? C'est impossible. Les autres choses ne lui sont donc ni semblables, ni dissemblables, ni identiques, ni différentes. Non, en effet. Mais quoi? Les termes de celui-là à celui-là, quelque chose, ceci, de ceci, d'un autre, à un autre, autrefois, ensuite, maintenant, science, opinion, sensation, définition, nom, ou n'importe quoi de ce qui est, pourront-ils se rapporter à ce qui n'est pas? Non. Ainsi, l'un qui n'est pas n'a aucune manière d'être. Il semble en effet n'en avoir aucune. Disons encore ce qu'il adviendra des autres choses si l'un n'est pas. Disons. Il faut bien, je pense, qu'elle soit autre, car si elle n'était pas même autre, on ne parlerait pas des autres choses. C'est juste. Si au contraire on parle des autres choses, c'est que ces autres choses sont différentes. Ou bien n'appliques-tu pas les mots autres et différents à la même chose? Si fait. Nous disons bien que ce qui est différent d'une chose différente, et ce qui est autre que quelque chose d'autre? Oui. Il y a donc aussi pour les autres choses, si elles doivent être autres, quelque chose relativement à quoi elles sont autres, nécessairement. Que sera-ce donc? Ce n'est pas relativement à l'un qu'elles seront autres, puisque l'un n'est pas. Non, en effet. C'est donc à l'égard les unes des autres qu'elles sont autres, car il ne leur reste que cela, à moins de n'être autre que rien. C'est juste. C'est donc par groupe pluriel qu'elles sont autres les unes que les autres, car elles ne peuvent pas l'être par unité, si l'un n'est pas. Mais il semble que chacune des masses qu'elles forment est infinie en nombre, et lorsqu'on croit avoir pris le plus petit morceau, soudain comme dans un rêve, d'un qu'il semblait être, il apparaît multiple, et de très petit très grand, comparé aux fractions dont il est formé. C'est très juste. Ce serait donc par des masses de cette nature que les autres choses seraient autres les unes que les autres, si elles sont autres, alors qu'il n'y a pas d'un.
parfaitement. Il y aura donc une multitude de masses dont chacune paraîtra une, mais ne le sera pas s'il n'y a pas d'un. C'est juste. Et elles auront l'air de former un nombre si chacune semble être une et si elles sont plusieurs, assurément. Parmi elles, les unes paraissent paires, les autres impaires, mais elles ne le sont pas véritablement si l'un n'existe pas. En effet. De plus, disons-nous, elles paraîtront renfermer en elles la quantité la plus petite. Mais cette quantité paraît multiple et grande comparée à chacun des nombreux et menus éléments qui la composent, incontestablement. De plus, chaque masse sera jugée égale à ses nombreuses et petites parties, car elle ne peut paraître passer du plus grand au plus petit avant de paraître venir au milieu, et ce sera là un semblant d'égalité. C'est vraisemblable. La masse n'apparaîtra-t-elle pas aussi limitée relativement à une autre masse et relativement à elle-même, alors qu'elle n'a ni commencement, ni terme, ni milieu? Comment? C'est que si, dans ces masses, on considère quelque partie comme l'une de ces trois choses, on verra toujours apparaître avant le commencement un autre commencement, après la fin une autre fin qui restera, et dans le milieu quelque chose de plus central que le milieu, mais plus petit, parce qu'il est impossible de concevoir de telles limites en ces masses prises une à une, vu que l'un n'existe pas. C'est très vrai.